Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le studio de, comme toujours, j'ai envie de dire téléspectateurs, mais aussi spectateurs d'aujourd'hui. Bienvenue. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission qui est consacrée aux traditions, au patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Ce patrimoine qu'on appelle souvent le patrimoine immatériel. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, allez, on va parler, c'est sûr, du plus beau métier du monde, le métier de mailloticien. What is it? Mailloticienne, sage-femme, comme le sont nos deux invités. Et puis un bonjour à la classe de 4e de Pouzauges, collège Chessac, qui sont les spectateurs d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, poussez, criez, bonjour la vie, on peut applaudir. L'enfant arrive au monde, laissez venir jusqu'à nous le divin mystère de sa nature. Attention, poussez. Ah, comme il est grand et beau, le mystère de la naissance, comme le chante le grand Jacques, sage homme de la chanson. Le mystère, la beauté de la naissance. Alors justement, venons-en aux fées. Ça tombe bien, nous en tenons deux sur ce plateau, deux fées de la vie, femmes sages et sages-femmes, mailloticiennes, faiseuses de miracles aux mains de lumière. Elles éclairent le chemin de la vie, montrent la voie et aident au premier cri. Héroïnes discrètes des maternités, elles exercent le plus beau métier, le métier à tisser des fils et des filles pour funambuler sur le fil fragile de la vie. Après des longues études en école maternelle, toujours école maternelle, bac à sable émouvant, mention plus, voilà des années qu'elle joue les langes gardiens, les mères veilleuses sur le nouveau-né et ses parents. Voilà, mesdames et messieurs, des années qu'elle multiplie les 9 mois de présence et plus à travers la peau d'un ventre, si souvent le toucher, le sentir vivant, puis s'effacer seulement quand la mère devient maman, que le père devient papa et dépose le cadeau dans leurs bras. Voilà des années qu'elle joue, jour et nuit, des vies dangereux. Baby 7 heures, baby 8 heures, concentration, attention, entre deux contractions, confidence sur l'oreiller, conférence au sommier, appui-tête en position basse, boîte à musique enclenchée, veilleuse allumée, berceuse à la flûte, traversin. Allez, encore un effort, poussez, poussez, l'enfant arrive au monde. Licenciés, père et mère, elles sont tout à la fois experts et repères. Elles savent que la vie ne tient qu'un fils ou une fille. Elles connaissent les secrets, les mystères et savent répondre, mesdames et messieurs, à toutes les questions sur la naissance, même les plus farfelues et les plus fantaisistes. D'ailleurs, un enfant prématuré comme Jean-Pierre Pouvreau deviendra-t-il forcément un homme ou une femme en avance sur son temps? Un petit tétard deviendra-t-il forcément un homme grenouille? Un enfant né par le siège embrasse-t-il forcément une carrière de Saint-Père ou de député? Comment être parent sans être accaparant? Père-mère, est-ce le même métier? Mais pour le père, y a-t-il pas absentéisme en plus? Et puis, une question de M. Pouvreau. Attention, question très sérieuse. Si l'accouchement peut être éprouvant, la conception peut-elle être éprouvette? Toujours du même auteur. Si la mère accouche, que fait le père? Il découche? Point d'interrogation. Vous arrêtez de m'envoyer ces questions, Jean-Pierre. Nouveau père, n'est-ce pas une énorme connerie inventée par les vendeurs de couches au même titre que le nouveau Beaujolais ou nouveau pauvre? On parle d'école maternelle, mais où sont les écoles paternelles? Un père biologique est-il forcément un père écolo? Et un père écolo est-il un père vert? Allez, n'en jetez plus. Si les questions sont pleines de fantaisie, soyez certains que leurs réponses seront des plus sérieuses et des plus précises. Allez, puissions-nous rendre hommage à ce beau métier. Merci de donner la vie. J'espère qu'on vous la rend belle. Élodie Nettier, Charlotte Rabot, vous êtes nos invités, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Bonjour, on est très très heureux de vous accueillir. Bonjour. Et très heureux que vous nous parliez d'un métier, ouais, c'est le plus beau métier du monde. Forcément, on l'a choisi. Forcément, vous l'avez choisi. Et on vous doit tous la vie, en tout cas. Merci à vous. Avant de nous lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter. Alors, c'est nos deux sages hommes, mailloticiens, accoucheurs de bonne humeur et de fantaisie. Vous avez vu? Non, mais franchement, arrêtez de m'envoyer des questions comme celle-ci. Hein. Nos deux Jean-Pierre Précieux, le Jean-Pierre Pouvreau avec ses belles lunettes, et puis aussi homme à lunettes, le Jean-Pierre Bertrand. Ah, c'est vrai. Vous allez bien? Très bien. On va comme on l'aime naille. On va comme on l'aime naille. On va bien. Vous comprenez ce que dit Jean-Pierre Bertrand? Non, on va comme... Ah ben voilà, tout. Alors accrochez-vous parce que mais ça c'est la langue, le patois, la langue maternelle. Et il la cause bien.
Et vous allez nous causer patois? Bah, tout à l'heure, je poserai une question quand même en langue vernaculaire, puisque remettons les choses à leur place. Le patois étant vulgaire, non. Non. L'État français, comme l'Europe, a reconnu les langues régionales comme étant des langues à part entière. Et donc, je défends ces langues. C'est la première. Et mon camarade aussi, d'ailleurs. Quand on parle ensemble, il ne comprend pas. C'est ça. Pas tout le temps. Donc accrochez-vous, l'année prochaine, en 3e, vous aurez une 3e langue vivante, le patois, au collège. Ça pourrait se faire. Jean-Pierre Pouvreau, au menu? Oui, que tout Oui, à l'heure, c'est que vous, moi. oui. Oui. Ça, c'est une recette d'apprentissage de chez Monsieur Gallet, Hôtel de la Gare, de Jean-Claude Gallet. Et on avait tendance en restauration à passer les restes. Et donc, c'est du hachis campagnard, traditionnel, qui était une recette qu'on faisait pour le personnel principalement, qu'on ne vendait pas au restaurant. D'accord. Et donc, c'est un truc qui est intéressant, puisqu'on est dans une période économique qui est un petit peu délicate. Et là, c'est l'occasion de passer un petit peu tout ce qu'on a, et même en rajoutant un peu de produits actuels, et ça fait une excellente recette. On peut nourrir pendant 7-8 jours sans problème. D'accord. Oui. Bon, on la mettra aussi à la cantine de Gaston Chessac. Ah, ben oui. Voilà, il n'y a pas de raison, vous la goûterez. Élodie et Charlotte, mailloticienne, sage-femme, quel terme il faut utiliser? Alors, je crois que sage-femme nous convient bien. Oui, Ouais. c'est le plus courant. On nous appelle rarement mailloticienne ou C'est vrai. mailloticien. Même pour nos collègues qui sont des hommes. C'est vrai, donc on parle de sage-femme De pour des sage-femme, hommes. D'accord. également. Ouais. Ils le revendiquent. Je crois qu'ils le revendiquent. Ouais. On ne peut pas parler à leur place, Non. mais je crois qu'ils le revendiquent. Ouais, je pense aussi. Vous exercez le même métier alors de sage-femme, toutes les deux? Alors, pas vraiment. Moi, vraiment. je suis sage-femme, Ouais. mais je suis aussi cadre supérieur de deux pôles femmes-enfants, au CHD Vendée et au CH Côte de Lumière, au Sable d'Olonne. Respect. Et effectivement, ma mission, moi, ça va être d'organiser et de sécuriser les soins dans les maternités. D'accord. Voilà. Donc les Sables et puis La Roche. Les Sables et la Roche. Et Charlotte? Et moi, je travaille que au CHD de La Roche-sur-Yon en tant que sage-femme hospitalière, donc que ça soit dans les différents services, bloc obstétrical, salle de naissance, service de maternité une fois que les mamans ont accouché, Ouais. le service de grossesse à risque, les consultations pendant grossesse dans le service de consultation et les consultations gynécologiques. D'accord, parce que c'est un métier finalement qui revêt plein de formes différentes. On parle, il y a différentes sages-femmes, il y en a en libéral, là vous exercez en milieu hospitalier. Vous pouvez un peu nous décrire ce qu'est le métier, ce que sont les formes? Plusieurs formes d'exercice. D'abord, l'exercice en secteur hospitalier, c'est la principale forme d'exercice. Et puis aussi un exercice en libéral. Ouais. Nos collègues également de PMI, de la territoriale, sont également extrêmement présentes. Et puis, on a également des collègues qui travaillent dans le privé ou dans l'enseignement. D'accord. Voilà. Et dans le privé, c'est exactement la même chose? C'est un exercice dans une clinique. Clinique, d'accord. Voilà, et Ouais. nos collègues vont faire à peu près la même chose que dans le secteur hospitalier. Et quand on est en libéral, qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à accompagner l'accouchement ou ça se situe plutôt en Pour avant? certaines, oui, mais c'est à la marge. En fait, à la marge. mes collègues libérales vont plutôt s'occuper en fait, du suivi gynécologique des patientes, Ouais. du suivi obstétrical, donc de la grossesse des patientes, vont confier leurs patientes pour l'accouchement à une structure hospitalière pour la plupart, ou privée bien sûr, hein, Oui, qu'importe. un établissement de Ouais, santé. ouais. Et puis vont retrouver leurs patientes pour du suivi de la mère et de l'enfant et de la rééducation du périnée, et puis après suivi gynécologique et ça reprend. D'accord. Voilà. Et ça veut dire qu'elle vous les confie un petit moment. Donc C'est ça. Exactement. tout ce qui est préparation à l'accouchement, c'est plutôt leur mission. Oui, mais pas que. Mais vous faites aussi? Oui, on a 2 centres périnataux de proximité, à Luçon, à Montaigu par exemple, où de la rééducation, de la préparation à la naissance et à la parentalité est également pratiquée. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette préparation à l'accouchement? Est-ce que c'est là où on peut demander le sexe de l'enfant avec les échographies? Pas du tout. Non. Je vous pose des questions très naïves. Hein. Alors la préparation à l'accouchement, moi j'en fais pas personnellement, Ouais. mais c'est vrai que nos collègues en libéral, je pense qu'elles peuvent proposer plusieurs choses à leurs patientes. Dans un premier temps, peut-être une préparation où elles expliquent,
par exemple les motifs pour consulter aux urgences, ce qu'il faut préparer, comment l'accouchement peut se passer, préparer aussi le postpartum, l'allaitement, la mise en place de l'allaitement, etc. Ça, c'est des choses qu'elles peuvent proposer. Après, je pense qu'il y en a qui peuvent proposer d'autres choses, comme des exercices de respiration, D'accord. peut-être des formes de yoga ou spécifiques à chaque sage-femme, je pense. Sage-femme. Ouais. Et vous faites quoi alors exactement quand Alors, vous recevez les femmes Alors là, actuellement, je suis dans le service de consultation. Ouais. Donc nous, on fait du suivi de grossesse, de la déclaration de grossesse. Donc souvent, à partir de 3 mois, on peut suivre les femmes, les patientes tous les mois jusqu'à l'accouchement. Le plus souvent, pour les patientes qui sont suivies en ville, par exemple par les sages-femmes libérales, les gynécologues de ville ou les médecins traitants, on les voit seulement au 8e mois afin d'ouvrir leur dossier à la maternité. Puis on les voit au 9e mois aussi pour un examen. Et puis après, c'est pareil, elles passent par le bloc obstétrical, la salle de naissance pour la suite. C'est un travail d'équipe? Ah oui, c'est un vrai travail d'équipe. En fait, on s'inscrit à l'hôpital dans une équipe donc, composée de sages-femmes, de médecins, alors médecins gynécologues obstétriciens, anesthésistes, pédiatres, d'auxiliaires de puériculture, de secrétaires, de cadres évidemment, et vraiment toutes les personnes qui vont travailler avec nous constituent notre équipe et on a besoin les uns des autres. D'accord. Et donc oui, pardon. Non, je pense que c'est vraiment Charlotte. une des qualités principales pour faire sage-femme, c'est d'aimer travailler en équipe, parce que du coup, on fait tout le temps, c'est notre cœur de métier de travailler avec différents professionnels et de s'entraider pour faire au mieux. Mais je pense que nos collègues en libéral aussi, de la même manière. Ça veut dire que les qualités pour être sage-femme, c'est le travail d'équipe, l'écoute? Oui. Travail d'équipe, écoute, empathie, rigueur. Ouais. C'est un métier extrêmement qui demande beaucoup de rigueur sur nos prises en charge, notre traçabilité de la prise en charge, la réactivité face à l'urgence, la gestion de nos émotions. Ouais. Voilà. La sérénité? Oui, aussi. Oui. Comme avant une émission télé. C'est ça, tout va bien. Non, oui, travailler sur les émotions, c'est important pour accompagner. En fait, on accompagne des femmes qui, bien sûr, vont donner naissance à un bébé qui peut parfois ne pas être en bonne santé ou parfois être décédé. Donc, il faut qu'on soit extrêmement professionnel et très rigoureux sur nos émotions. En fait, on doit vraiment garder un côté très pro pour accompagner nos patientes et leurs accompagnants. Une question qui va peut-être vous apparaître naïve, mais aujourd'hui, quand on arrive à l'accouchement, beaucoup de parents savent le sexe de l'enfant? Ou est-ce que c'est une demande? Comment vous voyez évoluer les demandes et les faits? Je pense que c'est... Je sais pas exactement le pourcentage. Une grande partie, je pense, savent déjà, mais pour beaucoup, il y en a qui souhaitent garder le secret jusqu'à l'accouchement et le découvrir au moment de l'accouchement. Ce qui rajoute, je trouve, une petite émotion supplémentaire. C'est vrai. Et est-ce que vous avez des prénoms d'enfants qui vous reviennent, des prénoms originaux que vous avez pu rencontrer dans votre... Est-ce qui constituera la transition avec la prochaine chronique? J'ai un petit Johnny que j'ai fait naître et posant la question de l'orthographe, je pense à J-O-H, voilà. Oui. On me dit, mais non, Johnny, des J-O. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Après, il y a plusieurs prénoms qui reviennent. Après, en ce moment, il y a quand même un peu le retour des prénoms très classiques d'une peut-être ancienne époque, quoi. D'une ancienne époque, c'est d'accord. Ça. Pas encore de Jean-Pierre, je pense. Non. Eh bien, avant de passer à votre chronique, alors attention, on va faire un jeu. Vous êtes de l'année 2010, je pense, à peu près, les 4e. Vous allez tous donner votre prénom, comme ça on verra qu'en 2010, quel prénom était donné. Attention, 3, 4. Prénom? Votre prénom? Eh bien, on passe à table. Si je dis Jean-Pierre, ça donne aussi une idée de la génération. Oui, moi j'ai eu un problème à la naissance. Je suis né un mois avant terme. Et c'est vrai, je suis né le 1er avril. Et ma mère me l'a toujours raconté. Ils m'ont frictionné avec de l'eau de vie pour me redonner goût à la vie. Et c'est vrai. Et le 1er avril 52, il neigeait. C'est incroyable, hein. Ouais. J'ai eu un mois avant terme. La friction avec de l'eau de vie, c'est forcément plus dans nos... Non, je m'en doute. Mais par contre, la stimulation reste toujours... Ah oui, voilà, mais je suis né à la maison. D'actualité. Ouais. Je suis né à la maison, il y en a qui disaient que j'étais né chez ma tante parce que ma mère était malade. C'est faux. Parti faire les Non, courses. c'est faux. Oui. Mon beau petit poisson, alors, du 1er avril. Vous voyez, un prématuré, alors, est-ce que ça fait un homme en avance sur son temps? Je suis Précurseur, maturé avant oui, précurseur sans doute. Ce que j'ai appris, c'est que sa maman avait des difficultés pour avoir un enfant.
Et sa grand-mère lui a dit, il faut mettre du sel dans le lit. Ah oui, C'est comme ça que t'es né. Eh bien, nous saurons tous les secrets, toutes les recettes. Ouais. D'ailleurs, ce sera dans le livre qu'on va... C'est une tradition. Ça, je suis sûr qu'à orale. lors de la formation des sages-femmes, on ne vous a pas dit ça. Non, non, c'est vrai. On oublie va y l'essentiel. Il faudrait qu'il soit formateur, ce Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vous écoute pour votre Alors, recette. bon, c'est une recette qui est intéressante parce qu'on fait travailler tous les restes. Hein, voilà. Et autrefois, c'est une recette d'apprentissage. Donc, 2 ou 3 kilos de pommes de terre qu'on passe au presse-purée. Une fois épluchées, bien sûr, on rajoute 120 g de beurre, 50 centilitres de crème fraîche. On ajuste après la consistance de la purée avec du jus de cuisson des pommes de terre. Et à part, on récupère 500 g des restes de pot-au-feu. Ça peut être du bœuf cuit ou du bœuf cru. On rajoutait les talons de jambon blanc qui nous restait, donc du jambon blanc. Là, il y avait 500 g de viande de bœuf, 250 g de jambon cuit et 300 g de chair à saucisse. Voilà. Ensuite, on rajoute du beurre, de la crème, des échalotes, des gros oignons, de l'ail, un bouquet garni. On mélange tout ça, 5 grosses tomates qu'on casse, et on fait cuire ça à la poêle, en brassant régulièrement avec un peu de matière grasse. Et ensuite, on goûte, voir le goût qu'a le hachis. Il faut qu'il est à peu près cuit. Et on alterne les couches de purée, une couche de purée, une couche de hachis. Alors, la particularité de cette recette, c'est qu'on mélange 3 viandes. Donc, on peut mélanger plusieurs restes qui sont encore, et ça donne un goût extraordinaire. J'ai jamais mangé d'aussi bon hachis parmentier que ma recette d'apprentissage. Ah bah, très bien. Voilà. Écoutez, comme quoi l'apprentissage, d'ailleurs, ça offre une transition toute trouvée. Comment vous êtes devenue sage-femme? Quelle formation? Et allez savoir, on a des jeunes autour de nous, peut-être vous allez susciter des vocations. Et puis, est-ce que c'est une passion que vous avez nourrie depuis le plus jeune enfant, le plus jeune âge, pardon? Alors, en ce qui me concerne, je souhaitais travailler dans la santé et Ouais. je souhaitais, au cours de l'adolescence, mon choix s'est porté vers sage-femme puisque je voulais accompagner la naissance tout en ayant des compétences médicales Ouais. et un caractère technique. Donc, j'ai eu un bac scientifique et Ouais. puis après, j'ai fait en sorte d'obtenir mon concours pour rentrer à l'école de sage-femme. C'était comme ça à l'époque. Ouais. Je suis sage-femme, moi, depuis 19 ans. D'accord. Et puis, j'ai fait mes études au CHU d'Angers. Ok. Et j'ai donc obtenu mon diplôme d'état de sage-femme en 2005. Voilà. D'accord. Et Charlotte? C'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est encore au lycée de savoir ce Ouais. qu'on veut faire et quel métier on va vouloir faire. Moi, c'est pareil, je savais que je voulais travailler dans la santé, mais je savais pas trop vers quoi me tourner. Et en regardant les différentes compétences que les sages-femmes avaient, je me suis dit que ça pouvait me plaire. Et donc c'est pareil, après le bac, j'ai fait la première année de médecine, ce qui est plus tout à fait le cas. Tout à fait le cas maintenant. Et après les 5 ans d'études de sage-femme, et j'étais diplômée en 2016. Et c'est vrai que même au cours des études, en fait, on ne se rend pas compte de tous les champs de compétences qu'on peut avoir, ce qui s'est encore plus développé. On est vraiment une profession médicale avec plein de compétences et plein de possibilités, même par la suite, une fois le diplôme obtenu pour poursuivre et voilà. Et aujourd'hui, la formation, vous dites maintenant il n'y a plus de première année de médecine, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. Ouais. Alors en fait, actuellement, après l'obtention de son bac, on va choisir entre 2 filières, PASS et LAS, ou LAS. Ouais. Et puis, il y aura une sélection donc, à l'écrit puis à l'oral pour rentrer en 2e année d'école de sage-femme, du coup. D'accord. Voilà. C'est un métier attractif? Alors, ça reste un métier attractif, particulièrement en Vendée, où Ouais. effectivement, on a beaucoup de sages-femmes, beaucoup de consoeurs et confrères qui viennent s'installer en Vendée. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, vous parlez de confrères. C'est une profession qui se masculinise un petit peu? Alors, elle se masculinise un petit peu, mais doucement. En Vendée, je crois que nous sommes à 5 confrères présents, donc sur 210 sages-femmes qui sont inscrites à l'ordre en Vendée. Quelle est la répartition aujourd'hui des sages-femmes en Vendée? Est-ce que là où on habite, on trouve cette offre accoucher près de chez soi? C'est possible du nord au sud, de l'ouest à l'est du département? Alors, on a une répartition des sages-femmes globalement homogène sur le territoire. Ouais. Toutefois, le sud Vendée, vers les régions de Luçon et Fontenay, sont quand même un peu plus pauvres
en sage-femme, notamment en sage-femme libérale. Donc du coup, ces territoires sont un petit peu moins fournis que le reste de la Vendée. Comment sont perçues les sages-femmes aujourd'hui dans la société? Il y a une vraie reconnaissance. On parlait d'équipes médicales accompagnées du médecin. Quelle reconnaissance elles ont aussi? Est-ce que c'est vraiment un métier reconnu, suffisamment reconnu? C'est qu'on entend que c'est quand même pas rien en termes d'années d'études, en termes de salaire. Comment on Surtout que est reconnu là, ce du coup, métier? il y a eu plusieurs mouvements de grève dans la profession de sage-femme aussi, même récemment, pour faire reconnaître notre profession médicale. Donc là, les études de sage-femme, moi, c'était 5 ans, là, ça va passer à 6 ans à la rentrée prochaine. Donc je crois qu'elles seront titulaires d'un doctorat de sage-femme pour faciliter ensuite l'accès à la recherche et les nouvelles compétences qu'on a acquises récemment aussi. Donc ça, c'est, je pense, une belle avancée aussi pour les sages-femmes. Après, je pense que dans la population générale, on a une image assez belle du métier de sage-femme, comme les sages-femmes qui sont là au moment de l'accouchement. Ouais. Après, c'est vrai que maintenant, toutes les sages-femmes libérales, elles font un énorme travail de suivi. Elles peuvent suivre pour les femmes qui n'ont pas de pathologie, les femmes jeunes en âge de procréer qui n'ont pas de pathologie, de la première contraception jusqu'à la contraception entre les grossesses, les frottis de dépistage. C'est vraiment, elle peut être le professionnel de santé qui suit la vie gynécologique de la femme si tout va bien et s'il n'y a pas de pathologie surajoutée. Un suivi très précieux. Oui, tout à fait. Je vous propose, Charlotte et Élodie, un petit bond dans le temps. Quid du métier de sage-femme hier? Et c'est de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Alors, je vais commencer par vous parler d'une coumère. Une commère? Une coumère. Une coumère. C'est tout simplement le mot, dans l'ancienne langue, en Vendée en tout cas, du mot sage-femme. On l'appelait la coumère. Alors là, on va avoir un témoignage d'une dame qui est née en 1899 à Saint-Jean-de-Mont et qui va parler de l'accouchement d'une de ses petites sœurs, donc avant la guerre de 1914. Voilà. Elle s'appelle Madame Joséphine Lolo, donc elle était agricultrice et donc née en 1899 et j'ai effectué cet enregistrement en 1984. Ah oui, pas en 14. Non, on est d'accord. On écoute. En 84. Seulement toujours, tout allait bien. Il se mettait, il y avait un grand foyer, comme ça, mais plus grand que ça. Puis une toile noire comme celle-là, mais montée plus haute. Il se mettait à la place pour avoir son enfant. Mon père allait chercher toute une brassée de blé, quoi. Mettait ça sur la place. Puis ma mère mettait son enfant au là. Sur la paille? Sur la paille. Mais il mettait pas un drap sur la paille? Ah non, sur la paille. Puis la sage-femme venait, une sage-femme, puis elle ramassait l'enfant, puis elle faisait les soins à la mère, puis la mère montait à son lit après. Mais une fois, elle a fait une fausse couche, elle manquait bien mourir. Oui, on la voyait bien mourir, pauvre mère. Oui. Mais c'était une fausse couche, et puis après ça, elle avait été mal nettoyée. Mais enfin, c'est 12 enfants, il ne faut pas que ça vous étonne. 12 enfants vivants, soit que monter les fausses couches. Oui, j'imagine. Le taux de mortalité devait être assez important. Ah mais le docteur Baudouin, dans ses études à la fin du 19e siècle, disait que 2 enfants et 2 mamans décédaient à l'accouchement, donc à la fin du 19e siècle. 2 sur... 2 sur 10. 2 sur 10, d'accord. Donc c'est quand même très très important, sachant que dans les mois qui suivaient, il y avait encore d'autres décès. En fait, il était normal, considéré comme normal, ces décès. Et d'ailleurs, quand on regarde l'état civil de la fin du 19e siècle, beaucoup d'hommes se remarient suite au décès de la première épouse. Voilà. Le deuxième sujet, c'est un sujet de Madame Marie-Louise Girard, qui est née en 1922 à Bas-à-Jean-Parais et qui nous parle d'une petite cérémonie qui s'appelait les relevailles. Les relevailles. Les relevailles. Alors, c'était une cérémonie qui était organisée par l'Église pour les mamans, que l'Église considérait comme impures parce qu'elles avaient fauté. La cause était probante, c'est qu'elles avaient un enfant. Donc cette cérémonie se déroulait avant le lever du jour. La femme devait passer par la petite porte de l'église
il y avait une première petite cérémonie qui lui permettait d'être relevée de sa faute, et après, elle allait être bénie devant la Sainte Table. Alors, cette cérémonie, ça s'appelait donc les relevailles. Elle ne devait pas porter sa coiffe, elle devait avoir un foulard noir qui lui cachait le visage. Vous voyez, ça allait très très loin. Alors, on va entendre cette dame, Marie-Louise Girard, qui nous parle de cette cérémonie qui a disparu entre les deux guerres. Il y avait mademoiselle Calandro. Alors donc, elle s'en occupait. Elle faisait ça, elle parlait à monsieur le curé, puis elle disait, vous voulez-vous relever de messe, parce que c'était de même qu'on disait. Oui, relever de messe. Ben, maman, ben, il faut le bec sûrement. Maman, elle m'aurait pas cru, ben, il faut le bec qui aille. Mais puis, c'était elle donc, qui s'en occupait, mademoiselle Calandro. Il y a lien avec la sage-femme. Oui, il y a lien avec la... Elle disait, monsieur le curé, vous préparerez le siège puis la prière. Mme Girard vient pour relever de messe. Vous pouvez vous la prendre tel matin. Alors, elle passait, après, elle nous disait, oui, monsieur le curé, d'accord, tel matin, vous avez qu'à venir. Puis alors, elle restait même pas toujours. Alors, c'était pourquoi, ça? De disait une prière en bas de l'église, de donner un siège, puis on montait à l'église, après, leur prenait le siège, puis on disait la messe. Et avant, vous n'alliez pas à la messe, entre l'accouchement puis ça? Si. Ah, vous y alliez quand même? Ah, ben non, il n'y allait pas. C'était votre première sortie? C'était la première, mais je savais quand même qu'on l'a deux fois, puis je ne sais pas si j'ai relevé de masque. Non, de ne pas y avoir le tour dernier. C'est surprenant, disait Jean-Pierre, effectivement, c'est un métier qui a beaucoup évolué, les conditions sanitaires, d'hygiène, j'imagine. Alors effectivement, quand on entend le premier témoignage, on est bien loin de nos pratiques en fait, actuelles, avec un niveau de technicisation, mais de sécurisation des soins qui est important également. Un accouchement qui fait de la place aussi au papa ou l'accompagnateur. Oui, aux coparents. Aux coparents. Oui. On parle beaucoup du brumisateur. Enfin, moi, quand je suis allé accompagner... il est toujours présent, le brumisateur. Il est toujours là pour les papas. Indémodable. Indémodable. La présence est importante. Oui, on essaie de valoriser, de favoriser au maximum la présence du coparent auprès de la parturiente, parce qu'on sait qu'en fait, elle a besoin de son soutien, si elle le souhaite, mais voilà. Et puis, les coparents ont vraiment envie de s'investir également et de plus en plus avoir sa place au moment de la naissance et dans les suites immédiates de la naissance. C'est déjà la fin de notre émission, ça passe vite. Le sujet est passionnant, vous en parlez avec passion et on vous remercie. Élodie et Charlotte, merci d'être venues. Merci à vous. Beaucoup de belles naissances, de belles histoires. Avec plaisir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis merci les Jean-Pierre. Et puis merci à vous, cher public. Gaston Chessac, 4e de Pouzauges. On peut vous applaudir et vous pouvez vous applaudir. Merci. Et à bientôt. À bientôt.